Hello les amis, bienvenue dans ce nouvel épisode de Tomorrow Food. Aujourd'hui, on reçoit les deux fondatrices de Privé de Dessert. Cette année, elles n'ont pas été privées de dessert, mais privées de restaurant. Générique. Hello Sophie, hello Sephora, comment ça va ? Salut Léo, ça va. Merci de venir sur le plateau de Tomorrow Food. On est ravis de vous accueillir aujourd'hui. Je pense qu'on va mettre directement les deux pieds dans le plat. On va aborder quelques dates clés de votre parcours pour comprendre, pour que les gens qui ne vous connaissent pas et qui ne connaissent pas Privé de Dessert, je ne sais pas qui ne connaît pas, mais doit y en avoir, comprennent un petit peu. Du coup, si ça vous va, on fait un petit retour en septembre 2013. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? Alors septembre 2013, moi j'ai quitté la boîte dans laquelle je bossais qui n'avait aucun lien avec la food. Et en fait je suis partie avec mon ancien patron qui m'a proposé de monter une boîte. Et là je me suis dit, si je monte un truc, il faut que ce soit dans un domaine qui me fait vraiment vibrer. Et je me suis dit, je vais ouvrir un resto. Ce qui paraissait un peu fou à l'époque parce que depuis il y a eu... c'est assez monnaie courante maintenant les reconversions ou des gens qui ne sont pas issus de la restauration, mais à l'époque c'était un petit peu saugrenu. Ouais. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas trop compris. Donc j'ai monté ce premier restaurant. Sophie m'a rejoint très vite. C'était une amie, on avait fait notre prépa, notre école de commerce ensemble. Elle en plus, elle avait plus les deux pieds dans le plat pour le coup parce qu'elle bossait chez Alain Ducasse. Quelqu'un qui est très cher à la mission, si j'ai bien compris. On en parlera tout à l'heure. Et voilà, et puis au fur et à mesure où j'ai commencé à réfléchir à ce premier restaurant, donc j'avais une idée de concept très très originale puisque je voulais faire un resto où c'était bon. Et finalement, tu as dit un resto où c'était bon. Voilà, au début je pensais que j'allais réussir juste dans un resto où c'était bon. Et puis au fur et à mesure, je me suis dit, quand même, c'est assez concurrentiel Paris. Et puis, qu'est-ce que j'aime ? Moi, j'aime les gâteaux, j'aime le sucré. Et j'ai eu cette idée de monter un resto en trompe-l'œil qui s'appellerait Privé de Dessert, où on ne mangeait que des desserts. Donc ça t'est venu avant la première ouverture, hein ? Oui, ouais, okay. Ouais, bien sûr. Ça existait déjà avant ? Ça existe. Alors, assez surprenant, ça n'existait nulle part dans le monde. Putain. Et c'est toujours le cas d'ailleurs, il faut le préciser. C'est toujours le cas. Et vous êtes leader sur ce marché-là ? Total. Leader sur le marché du trompe-l'œil sucré. Là où j'ai eu de la chance, c'est que l'année où j'ai monté le resto, les émissions de cuisine ont commencé à fleurir de tous les côtés et à avoir une épreuve trompe-l'œil. Donc ça a été vraiment génial pour nous parce que du coup, les gens ont été sensibilisés à ce concept l'année où on a ouvert. Ok, d'accord. Et donc toi, Sophie, tu as rejoint l'aventure juste après, si voilà, quelques mois après l'ouverture, effectivement. T'as voulu attendre de voir ce que ça donnait, c'est ça ? J'ai dit, attends, on va tâter le terrain déjà. Voilà, effectivement, j'avais passé 5 ans chez notre ami commun. Notre ami commun, voilà, Monsieur Ducasse, à diverses fonctions. Et j'ai ensuite eu le plaisir de rejoindre Sephora, qui avait justement cette volonté de se développer un peu plus et de ne pas en rester à un restaurant. Ok. Et juste qu'on comprenne un petit peu, qui fait quoi chez Privé de Dessert ? Comment vous vous répartissez ? Enfin, quand t'es rentré, t'es arrivé en tant que gestionnaire, chef de cuisine Non, l'idée c'était vraiment de se séparer très très clairement les rôles depuis le départ. Et on a très rapidement identifié les affinités, les forces un peu de chacune pour vraiment que chacune n'empiète pas sur le territoire de l'autre. Alors bien sûr, on peut se consulter. Tiens, je te montre un truc auquel j'ai pensé, qu'est-ce que t'en penses ? Mais voilà, le but, c'est vraiment contre-productif si on bosse toutes les deux sur la même chose. Surtout qu'au lancement, il y a une grosse partie opérationnelle. D'ailleurs, c'est aussi pour ça que je voulais un peu le faire seul. C'était pour vraiment dépiler. Et après, l'idée, effectivement, d'être à deux, c'est de pouvoir se développer. C'est pouvoir aller plus vite, faire les choses de manière plus structurée. Et d'ailleurs, ça, on l'a affiné jusqu'à encore il y a 2 ans. On était encore dans cette stratégie d'affiner la répartition des rôles, mais le but c'est de pouvoir, pas de faire la même chose à deux, mais c'est vraiment chacune d'avancer de son côté. Okay. Franchement, on s'appelle, je pense, à peu près 2700 fois par jour. On s'envoie 5000 notes vocales, on échange tout le temps. Mais par contre, je pense que moi, j'ai même pas les identifiants Instagram, par exemple. Sophie, elle gère la com. Heureusement. Ouais. D'ailleurs, parfois, je propose des idées de posts qui ne sont pas du tout retenues. Ah là là, je sens qu'il y a une petite frustration. Non, moi, je suis très très nulle en réseaux sociaux. Non, ce qui est bien, c'est que là, on a eu de la chance. C'est ce qu'on aimait faire. Globalement, c'était les choses où on était chacune plutôt bonne. Et ce qu'on n'aimait pas faire, c'était les choses où on était moins efficace. Donc la répartition, en plus, elle s'est fait assez naturellement. Okay. Donc ça, c'était plutôt cool. Bon, ce qui fonctionne plutôt bien, parce que ça aurait pu partir complètement dans un autre délire, ça aurait pu ne pas matcher. Donc, nous, avec Sephora, on est assez d'accord pour dire que, respectivement, on est la seule personne avec qui on aurait pu bosser. Ah ouais. Dans le cercle amical, en tout cas. Vous avez bien choisi, quoi. Oui. C'est ça. Mais après, il y a des moments où on a dû se poser, on a eu des discussions pas simples, mais ça s'est toujours bien passé, ça a toujours été très sain.
je pense, toujours très contente de travailler ensemble. Tout à fait. Cool. L'aventure commence, on avance, 2014, 2015, on arrive en 2016. C'est l'ouverture du deuxième point de vente, c'est ça? Voilà, alors là, en fait, on a fait quelque chose qui n'était pas forcément une bonne stratégie. On l'a su après, mais en fait, on a voulu bifurquer avant de se dupliquer. Donc, on a ouvert un dérivé, on va dire, de notre concept. C'est-à-dire, on n'a pas réouvert un resto, on a ouvert un point de vente à emporter pour le midi. Ok. Et qui nous permettait de lancer notre offre traiteur, parce qu'on avait beaucoup de demandes traiteurs. On ne pouvait pas assumer. Et on a réussi à lancer le traiteur. Ça a vraiment cartonné. D'ailleurs, on n'a pas pu gérer toutes les demandes qu'on avait. Oui, ce qui est plutôt une Voilà. bonne chose. Et encore à ce jour, on se dit qu'il faudrait vraiment qu'on développe une offre traiteur à part entière. Par contre, l'offre pour le midi, on s'est rendu compte que ça ne fonctionnait pas. Les gens, ils n'avaient pas envie de cette expérience le midi. On s'est rendu compte aussi que le midi, c'était plus dur de faire un chiffre d'affaires qui permettait d'assumer ce genre de frais. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on l'a gardé 1 an. Ça nous a permis vraiment de lancer le traiteur, ça nous a permis d'avoir beaucoup de visibilité, beaucoup de com. On a fermé ce comptoir et on a ouvert un autre restaurant. Donc là, on est rentré dans la phase duplication, plutôt que bifurcation. Et là, par contre, ça a payé tout de suite. Ok, donc premier restaurant dans le 9e, le deuxième, du coup, c'était dans le 12e, c'est ça? Voilà. Ok, du côté de Bastille. Et on arrive donc à octobre 2019, l'ouverture très bonne date, très bonne date. du 3e point de vente, c'est ça? Qui lui se trouve dans le 17e, qui est un vrai resto qui est un vrai resto aussi. Donc là, on a en octobre 2019 2 restos existants qui fonctionnent bien et l'ouverture d'un 3e qui est sur la rampe de lancement pour décoller comme les autres. Et d'ailleurs, on voit même un peu plus grand. On prend quelque chose d'un peu plus grand, on investit un peu plus, on crée une salle qu'on peut privatiser avec un petit bar caché. Enfin, vraiment sûr de notre coup, quoi. Ouais, là, vous passez un peu à la vitesse supérieure en vous disant, OK, on assoit notre concept à Paris, on va plus loin. OK. Et puis l'idée, c'est vraiment de répondre à toutes les demandes de groupe qu'on a, surtout en période de fin d'année, qu'on ne peut pas forcément honorer faute de place. Et là, on a vraiment ce lieu qui est parfait pour les groupes. Le petit bar à dessert qui est caché, l'ensemble qui est privatisable de manière totale. Enfin, tout est fait pour les groupes, tout est pensé pour les groupes. On a quand même eu l'opportunité de faire quelques groupes sous divers formats qui ont été vraiment ravis de l'expérience. Donc, c'était vraiment pensé pour ça. Ok, donc on sent qu'il y a quand même une appétence et une affinité avec le B2B, avec la partie entreprise. Là, on est en octobre 2019. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un petit reste de gilets jaunes. Ouais. Il y a les grèves qui se profilent. Il y a tous nos événements qui s'annulent, les uns après les autres, faut être clair. Ouais. Voilà, les grèves, sans rentrer dans le fond du débat qui ne nous concerne pas d'ailleurs, ça a été vraiment très très compliqué. On venait d'ouvrir et là, vraiment dans nos 3 restaurants, c'est la cata. Franchement, on perd, on fait moins 60%. Moins 60% pendant les grèves. Oui. Donc on a été très impactés parce que nous, en fait, on est un resto exclusivement du soir et week-end. On n'est pas ouvert le midi, donc on n'a pas la clientèle de bureau. Ouais. Nous, c'est vraiment l'expérience. C'est des gens. D'ailleurs, on a beaucoup de gens qui viennent pas de Paris. Oui, en fait. vous êtes un lieu de vous êtes Un des lieu de lieux de destination. destination. Complètement. D'ailleurs, on n'a pas des emplacements numéro 1, on est plutôt 1 bis, emplacement 2. Et on a beaucoup de gens qui viennent d'abord de toute la France et de l'étranger. On a beaucoup de touristes. Et on a beaucoup de gens qui viennent d'Île-de-France, mais pas de Paris. Ok. Et donc là, les grèves, forcément, on est très très impactés. J'imagine, ouais. Donc on tient le coup. D'ailleurs, parce qu'on avait cette trésorerie, qu'on a quand même nos habitués, parce qu'on a quand même des habitués, ce qui peut être surprenant avec le concept, mais on a vraiment beaucoup d'habitués. Je crois qu'on a combien de personnes? On a un client sur 3 qui revient à peu près. Ah oui, quand même. Ouais, donc c'est pas uniquement un concept qu'on vient tester une fois et puis on passe à autre chose. Il y a des gens qui reviennent. Parce qu'on met en place d'autres. Bon voilà, en fait, on a d'autres ressorts qu'on tient vraiment à mettre en place et à appliquer dans nos restos. On pourra en discuter si tu veux, mais qui fait qu'on a vraiment des habitués. Et donc là, on tient. On met personne en chômage partiel, on essaie juste de jongler un peu avec les plannings des uns et des autres, parce qu'en plus, les salariés ne peuvent pas se déplacer. On paye des Uber aux salariés, donc vraiment, on perd de l'argent. Oui, je vois voilà. Comme tout le monde, mais à tous les services, on a perdu de l'argent, en fait. Et sauf que là, donc, on s'en sort, mais on arrive à la fin de la grève, fin janvier, à poil. Là, on est en janvier 2020, ok. Littéralement, 1, 2, 3, 2 mois avant le confinement. Voilà. J'ose plus prononcer le mot. Février, on fait un bon mois. Et donc là, on se dit, on a bien fait d'ouvrir ce 3e resto. On remplit 3 restos. On n'a que des gens contents. Voilà. Ça nous redonne bon espoir. Ouais. Ah ouais, on se dit, c'est bon, ça repart comme en 40. Et puis là, 15 mars. Bam. Et justement, on va revenir là-dessus. On arrive du coup aux alentours du 15 mars. L'État nous annonce que toute la France va être confinée à 100%. La vie s'arrête littéralement. Qu'est-ce qui se passe dans vos têtes à ce moment-là?
Ouais, cette tête. On a fait cette tête, voilà. On était comme ça. Non, bah là, on s'appelle. C'était très soudain en plus. Il faut rappeler que c'était le jour pour quelques heures après. C'est même pas pour le lendemain, c'est pour ça. quelques heures après. Voilà. Effectivement. Donc là, c'est vrai qu'on s'appelle. Alors, on voyait que début mars, on parlait du virus, on avait quand même un peu moins de gens. Ouais. On avait un peu moins de gens. Nous, on avait déjà un peu dit à nos salariés attention, il faut se laver les mains, il faut faire attention. Enfin, on avait déjà mis en place des choses, mais c'est vrai que là, quand on regarde les infos le 15 mars, nos restos sont pleins. Tout le monde est en train de travailler, les services. Samedi soir en plus. Voilà. Ouais. Et là, on voit ça, on s'appelle, on dit bon, bah, écoute, on se répartit, chacune appelle un resto pour leur dire ce qu'il en est. Par contre, on va pas faire n'importe quoi. Minuit, bah oui, à minuit, on fermera. Par contre, demain, tout le monde va revenir, on va se poser, on va faire les inventaires, on va faire le ménage. Parce que là, c'est vrai qu'on a plein de gens qui ont dit on ferme et puis on verra. Mais c'est vraiment ne pas connaître le milieu de la restauration, de penser qu'on peut faire ça. Oui, bien sûr. C'est-à-dire que nous, on a un côté très scolaire, il faut dire ce qui est. Donc, on a vraiment des process pour tout. On fonctionne vraiment comme ça. Donc là, on s'est dit, bon, bah là, on se met en mode process, fermeture avant les grandes vacances. On l'a fait vraiment à l'identique, vu qu'on devait fermer pour 2 semaines à l'origine. Donc, on s'est dit, voilà, là, on ferme normalement. Puis demain, tout le monde revient. Puis on se met en mode grand ménage de fermeture de vacances. Ok. Voilà, donc en général, ce qui se passe, c'est que les denrées, tout ce qui a été préparé, ce qu'on appelle les mises en place, les équipes se les répartissent entre eux. Sauf que là, c'est vrai qu'on en avait beaucoup parce que d'habitude, les vacances, comme on sait, quand on va fermer, on commande moins. Tu diminues la voilure. Donc là, je dis écoutez, vous prenez tout ce que vous voulez, tout ce qui est prêt, enfin tout ce qui doit être consommé. Le reste, pour l'instant, on parle de 2 semaines. Normalement, les chambres froides, on les laisse allumer. Enfin, il n'y a pas de souci, quoi. Et donc, voilà. Donc, on fait notre ménage, on distribue la mise en place, et puis on se dit bon bah, et puis dans 2 semaines, on aura de quoi faire. C'est reparti. Ouais. Et en réalité, 2 semaines après, c'est pas vraiment ça parti. s'est pas exactement passé comme ça. 2 semaines après, en fait, on repart donc pour minimum pour 2 mois. Hein. Ouais. Non, je crois qu'ils ont annoncé 1 mois peut-être. Au Déjà. début, C'est même plus. À ce moment-là, en tout cas, au bout des 2 semaines, on comprend que ça va durer un moment, que la situation sanitaire du coup devient grave. Je sais justement, ça m'intéresse de savoir ce que vous en pensez, mais des retours qu'on a eu, des discussions qu'on a pu avoir. En gros, nous, c'est au bout de ces 2 semaines qu'on a pas mal de restaurateurs qui se sont dit ok, là on est face à un truc où potentiellement en fait c'est vraiment une pandémie et on sait pas, mais ça se trouve beaucoup de gens vont mourir. Enfin tu vois, on est dans cette espèce d'incertitude. On se rappelle qu'à ce moment-là l'État est complètement dépassé, il y a 0 protocole, un mec qui se met à tousser et qui a de la fièvre, s'il n'est pas agonisant, il peut pas aller à l'hôpital, il peut pas se faire tester, il n'y a pas de test, on est encore dans une phase... On navigue à vue totale, bien sûr. Du coup, là, qu'est-ce que vous avez fait? Vous êtes resté à Paris, vous avez bougé, comment ça s'est passé? Quand on a commencé à savoir que ça allait durer 1 mois, d'abord la première chose, c'est qu'avec Sophie, on a fait le tour des restos pour donner... alors, on a trouvé des super assos qui sont passés récupérer les denrées, donc ça, c'était cool. Parce qu'on avait énormément. Mais on avait énormément de stock. Énormément. C'est énorme. Enfin, il y a des choses qu'on a dû jeter, malheureusement, parce que quand on nous a dit 2 semaines, on s'est dit, c'est bon, 2 semaines, on peut les garder. Ouais. Mais en fait... Sauf qu'au bout de 2 semaines, la DLC... voilà. Donc là, d'abord, on a vraiment cette partie de sauver tout ce qui était denrées alimentaires, quoi. Ça nous tenait quand même assez à cœur. On a jeté quand même 200 œufs, ça fait mal au cœur, quoi. Ouais, clairement. Donc, on a réussi globalement à tout donner. On est aussi allé dans les restos un peu couper l'électricité, se dire, voilà, on va s'organiser. Et puis sinon, on est resté à Paris. En se disant, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Il y avait quand même une grosse partie administrative qu'on ne voit pas, mais il fallait mettre en place l'activité partielle. Donc, je pense que d'autres restaurateurs ont dû t'en parler, mais parcours du combattant. Oui, surtout au début. Voilà. On n'est pas passé par notre cabinet comptable. C'est Sephora qui est devenue la spécialiste, qui a son diplôme maintenant. Ah oui, c'était le diplôme chômage partiel. Là, on a diplôme administration française 100%. Donc là, il fallait mettre en place ça, il fallait essayer de négocier un peu avec tes bailleurs, il fallait essayer de contacter tout le monde, en fait, de voir comment on allait s'organiser. Donc, je pense qu'on a suivi tous les webinaires possibles et imaginables. Voilà. Puisqu'on ne savait pas du tout où on allait. On est devenus des spécialistes du droit aussi, puisque on parlait de la perte d'exploitation. Il y avait tout un tas de sujets en fait, qui n'étaient pas forcément visibles, comme tu disais, Seth, et desquels il a fallu s'occuper. Il y a eu 2 bonnes semaines vraiment de charge administrative. Juste d'essayer de dire, voilà, c'est quoi l'état des lieux, comment on s'organise, qu'est-ce qu'on peut faire, combien on a d'argent. Faire le dossier du PGE. Nous, on l'a fait très très tôt. Suspendre les crédits. Enfin, nous, vraiment, on a fait une liste. Et là, on a dit, allez, on dépile. Donc ça nous a pris même 3 bonnes semaines. Puis contacter les clients. Tous les clients, on n'allait pas les annuler de manière abrupte en disant t'avais une résa, tu reçois ton mail d'annulation comme ça à brûle pour point. Non, on a préféré les contacter individuellement, par texto, pour ceux qui avaient réservé dans les semaines à venir, et puis avec une newsletter. Enfin voilà, Donc il y avait cette grosse partie. On s'est attelé à pas mal de choses plutôt admin. Ouais. Et une fois qu'on a géré cette partie, c'est vrai que là on a commencé à dire attention, ça va durer encore plus que ce qu'on pense. Et là pour la première fois on s'est dit
On a commencé à avoir des gens qui faisaient de la livraison, du click and collect, des offres hybrides un peu. Ouais. Et là, on s'est dit, bon, voilà, nous, il faut qu'on se pose et qu'on regarde si on fait quelque chose. Et donc, on s'est vus toutes les deux, avec des masques. Les masques, bien sûr. Et des attestations. 1 mètre de distance. Et on a fait un brainstorming d'une journée entière. Ouais. C'est-à-dire, on a dit, on n'amène pas nos ordi, on fait que ça. Et on a regardé tout ce qui était possible. Une fois qu'on a eu plusieurs pistes, il y en a qu'on a éliminé assez rapidement. Il y en a où on a dit, on va creuser un peu. Ça a l'air pas mal, mais on va aller vraiment au bout du truc. On va voir si ça vaut le coup, on va voir si c'est rentable. On fait le business plan, voilà, on va jusqu'au bout de l'idée. C'est très important finalement. Complètement. Important. D'ailleurs, on pourra en reparler, mais je pense qu'il y a eu... Il y a un risque vraiment là aujourd'hui de l'appel du cash, pas forcément un bon escient. Et au final, on s'est dit, bon, voilà, non, là, on attend. On attend que ça passe. On est en mode sauvegarde et on bifurque pas. On a un concept qui est trop lié à l'expérience. On n'a pas envie de faire autre chose. C'est trop risqué financièrement parce qu'en fait, dès que tu veux tester quelque chose, ça coûte un peu d'argent. Exactement. Et en fait, là, on s'est dit, alors, peut-être qu'il y a une petite chance de bifurquer et d'être la licorne du confinement. On n'y croit pas des masses, mais on se dit, entre ça et potentiellement perdre le petit pécule qu'on a qui peut nous permettre de survivre à cette crise, il n'y a pas photo. Ouais. Mais on allait au bout on avait un projet on a vraiment eu un projet un peu dérivé autour de la livraison pour les enfants. Parce que les écoles étaient fermées. Et on est allé vraiment loin. On a fait des fiches techniques, on a fait des prix, on a fait des menus. Et puis finalement, on a dit, voilà, on attend. On se le garde sous le coude, mais c'est pas pour maintenant. Effectivement, c'est vachement intéressant. Il y a eu cette phase un petit peu OK, on commence à voir éclore à la fois déjà les acteurs qui avaient un produit qui était adapté à la livraison et au click and collect, qui du coup réouvrent, reprennent de la place un peu et sur les réseaux et les commandes à flux. Et du coup, ça plus les restaurateurs plutôt dits, ce que moi j'appelle traditionnels, donc service à table, qui ont un seul et unique canal de vente, qui commencent à essayer. Et c'est vrai que, pour le coup, nous on en avait parlé, on a mené avec la réserve un webinaire avec ZenChef où on a en réalité fait l'exercice avec plusieurs restaurateurs à dire OK, voilà, toi habituellement tu fais tel genre de cuisine, si on adapte la carte, voilà ce que ça va te coûter, il te faut 2 salariés. Et en fait, je te rejoins complètement, on s'est rendu compte que l'équilibre, même tiré sur plusieurs mois, c'est pas parce qu'on rentre 6, 7 000, 10 000, peu importe le montant de chiffre d'affaires, qu'en réalité on va gagner de l'argent. Et cette subtilité entre du cash qui rentre et de la trésorerie et des bénéfices à proprement parler, elle est assez complexe, quoi. Complètement. Et puis il y a le risque financier, mais même il y a le risque aussi de dégrader ton image, de faire quelque chose que tu sais pas faire et potentiellement de perdre des gens. Parce que quelqu'un à qui t'envoie un plat foireux en Deliveroo, bah, il ne recommandera pas chez toi et il ne reviendra pas, en fait, il est perdu. Tu as complètement raison. Et il faut adhérer aussi à Deliveroo. Faut adhérer aux plateformes de livraison. Non, mais c'est vrai, nous, je veux dire, c'est très bien que ça existe, c'est pas du tout le sujet, mais nous ça n'est pas notre modèle, en fait. Et se dire, est-ce qu'on a envie alors je vais pas dire se travestir parce que c'est pas le cas, mais je veux dire, nous on a un concept. Tu veux dire baisser ton froc? non, mais je veux dire, c'est vrai que non, mais moi je trouve ça bien Deliveroo. Hein. Franchement, il y a des concepts pour qui ça marche, mais nous en fait, même si on y était, on ressortirait même pas dans leur recherche. Il y a personne qui, quelle recherche va t'amener sur du trompe-l'œil sur Deliveroo? C'est vrai que dit comme ça, c'est un peu tiré par les cheveux. Tu vois, non, mais donc nous, il n'y avait pas d'adéquation en fait entre notre offre et ce mode de distribution. Ce qui me permet un peu d'embrayer sur la partie, justement, vous disiez là il y a quelques instants, on risque de dégrader notre image, on risque peut-être de décevoir. D'un point de vue communication, vous êtes aussi connu pour avoir pas mal pris la parole, pour communiquer énormément. Je pense qu'aujourd'hui, il y a pas mal de restaurateurs qui se sont lancés, qui ont aussi regardé Privé de dessert avant de se lancer. Comment est-ce que vous avez géré tout ça? C'est vrai que nous, on a toujours eu notre propre façon de gérer la com avec un ton qui nous est propre. Mais très clairement, je pense que le confinement, ça a marqué un vrai tournant en fait, dans la façon de communiquer des restaurateurs. C'est une façon que je qualifierais de communiquer qui est plus à l'anglo-saxonne, en fait, plus éditoriale. En fait, clairement, la nature du lien avec le client a changé. On peut lui parler plus à cœur ouvert. On a donc, nous, adapté un ton plus éditorial. Avant, on envoyait des newsletters qui étaient assez classiques, qui étaient sympas mais classiques, une image, un texte, un clic, un truc assez court. Là, on a carrément pris le parti de plus mettre d'image, d'avoir juste en fait du texte, voilà.
Donc toujours assez court, assez ludique, mais où dans la teneur, quelque chose où on se livre un peu plus, où on est plus... un peu plus, un peu plus proche en fait des clients, et je pense que c'est vraiment ce qu'ils attendaient à ce moment-là. Et alors, ça ne veut pas dire qu'on va garder ce modèle-là tout le temps, mais en tout cas, il correspondait à la période. Ça nous amènera peut-être à quelque chose de plus hybride par la suite. Mais je pense que globalement, on le voit aussi avec typiquement la newsletter Pomelo, dont on parlait tout à l'heure. Dont on parlait, voilà, qui est écrite par le brillantissime Ezequiel Zera. Je lui place un big up au passage. Elle est fan. Non, je trouve que... Parce que c'est vachement bien ce qu'il fait. C'est super, il a lancé un nouveau modèle de newsletter food. Là, il y a quelques jours, il a rendu payant ce modèle sans que personne ne bronche, puisque tout le monde est OK avec ça. Et voilà, on est vraiment dans ce nouveau tournant de la com, en fait, avec les clients. Et qui est une com très transparente. Et c'est vrai que nous, en interne, on a toujours eu une com très transparente, ce qui est rare, avec nos équipes. C'est-à-dire, on échange beaucoup. D'ailleurs, pendant les confinements, on pourra en parler, mais on a vraiment gardé un lien. Ils connaissent les chiffres, ils connaissent les stratégies. Ils sont vraiment intéressés à tout le développement des restos. Et on a un peu adapté ça à notre com externe. Et le retour client, d'ailleurs, il a été... excellent, oui. On a eu des messages de soutien, Enfin, c'est incroyable. C'est justement la question que j'allais poser. Est-ce que déjà vous avez été soutenu au départ par vos clients habitués, et comment les gens... est-ce que, comme dirait notre ami Vincent, est-ce que les gens vous ont donné de la force ? Voilà, exactement. Donc ils nous ont donné de la sephore, même comme dirait Vincent. Merci. On a toujours eu vraiment un très bon taux d'engagement avec nos clients, avec nos followers. Et là, vraiment, on a reçu des super messages de soutien. Les gens qui nous disent on est super déçus de ne pas venir, mais dès la réouverture, on sera là. Enfin, je pense que ça a été un peu pareil pour tous les restos, mais c'est vrai que ça nous a vraiment fait chaud au cœur en une période un peu complexe, quoi. Ok, très bien. On arrive du coup à la fin du premier confinement. C'est la réouverture. Du coup, comment ça se passe ? Est-ce que vos trois restaurants réouvrent ? Oui, on réouvre les 3 restos, heureusement. Là, on a eu les PGE, on s'était bien organisé. On réouvre les 3 restos avec quand même des protocoles assez stricts. Donc d'ailleurs, on a pris les devants, et la semaine avant la réouverture, on avait carrément pris des formations Covid pour tous nos salariés. Ouais. Avec un organisme de formation. D'ailleurs, ça vaut le coup de préciser qu'on a été au courant la veille de la possibilité de réouvrir. Bien sûr, oui, non, c'est vachement important. Ça aurait été trop facile. Par rapport à la date précise. Donc la veille, on te dit, voilà, tes frigos sont vides, mais tu peux réouvrir demain. Donc nous, on est en formation Covid. Donc c'est vrai que là, c'est quand même une nouvelle ère de la restauration, où tu dis à tes salariés, tu vas mettre un masque, les clients, ils doivent mettre des masques. Quand il se lève pour aller aux toilettes, tu dois lui demander de remettre son masque. On a mis des plexis, on a commandé du gel, on a commandé des masques. Donc tout ça, c'est encore de l'investissement consommable, à un moment où t'es ric-rac. Donc une nouvelle ère, mais on est content de réouvrir. Tout le monde est super content d'être là. Parce qu'il ne faut pas croire que les salariés, ils étaient contents d'être chez eux en vacances payées. Ils nous contactaient tout le temps. Qu'est-ce que je peux faire ? Est-ce que je peux venir ? Ils nous envoyaient des vidéos. Enfin, vraiment... Voilà, donc vidéos qu'on puisse reposter, des petites vidéos de recettes pour reposter sur les réseaux. C'est génial. Bon, on parlera du staff un petit peu après sur toute cette année. Et donc là, c'est vrai qu'on est content de réouvrir, mais on ouvre dans des conditions vraiment dures, en fait, et qui entachent vraiment l'essence du métier. C'est dur parce que c'est pas... tu vois, on nous dit, faut ouvrir les cartons différemment. Là, c'est tout l'accueil du client, tout le lien. Toute l'expérience que tu as créée. Toute l'expérience que tu as créée, qui est médicalisée. C'est très particulier quand même. Et nous, l'expérience, elle est vraiment au cœur de notre concept en plus. J'ai cru comprendre que pour le coup, tant dans l'histoire que le storytelling, que ce qui se passe directement dans l'établissement, mais malgré ça, vous avez réussi, vous, à garder espoir, et d'un point de vue business, les clients étaient au rendez-vous. Alors les clients étaient au rendez-vous, mais déjà le fait de devoir enlever des tables... C'est nous qui finalement devions décliner une partie des demandes, quoi. Alors on a perdu 20% de nos tables, de notre capacité, donc ça c'était dur. Et après on a perdu quand même une grosse partie de notre clientèle, parce qu'on a perdu les touristes. On a perdu tout ce qui était avant et après sortie culturelle, parce qu'on a, par exemple, dans le 9e, il y a beaucoup de théâtres autour, de salles de concert, on a beaucoup cette clientèle. Et on a perdu les groupes. Nous, les groupes, on en a tous les soirs. C'est un concept qui se prête vraiment à l'accueil de groupes, en fait. Donc effectivement, on réouvre, mais dans ces conditions un peu difficiles, et avec quand même une très grosse baisse de chiffre d'affaires. Donc on ne gagne pas d'argent. Et je vais dire un mot, j'aimerais qu'on en parle juste après. Est-ce que Terrasse Hidalgo, alors, terrasse hors notre terrasse. Donc oui, on avait bien les fameuses terrasses Hidalgo. Mais il faut savoir qu'on a eu une petite expérience malheureuse dans le 17e, puisqu'on nous a, sous les yeux de nos caméras, sous les yeux impuissants de nos caméras, on nous a saccagé la terrasse. Tout simplement, voilà. Gratuitement. Ouais.
Donc, une terrasse, j'imagine, vous avez fait un platelage bois, enfin, un peu... mais elle n'était même pas aménagée, on avait juste mis des petites palettes pour délimiter les 2 places et mettre nos tables. Mais en fait, devant le restaurant du 17e, c'était des places de voitures électriques. Okay. Mais nous, on a fait notre demande dans les règles, on a mis notre autorisation dans les règles. C'était pas mentionné comme les exceptions, en fait. Ok. Mais visiblement, il y a un monsieur qui n'était pas content de ne pas pouvoir charger sa voiture à cette place. Exactement. Et donc, il s'est dit, tiens, si je détruisais la terrasse de privé de dessert, putain, c'est pas possible. Et si en plus je leur laissais un mauvais avis en critiquant la cuisine et la terrasse, histoire de dire c'est moi. Voilà. Moi. Coucou, venez me chercher. Mais sauf que du coup, on a trouvé son nom, on a porté plainte. Mais ce monsieur est quand même allé se plaindre à l'hôtel de ville, qui a envoyé une équipe qui nous a dit désolé, il y a eu des plaintes, donc vous allez enlever votre terrasse. Ok, merci les voisins, on vous adore tous à Paris. Non, c'est pas vrai, on vous déteste. On vous déteste, pardon, excusez-moi. C'est important parce que vous n'êtes pas les seuls et on s'est rendu compte que, aussi triste que ça puisse paraître, sur une saison estivale pendant un temps donné, parfois les gens y vont, ils jettent. Alors je veux bien quand on est un bar de nuit, qu'on respecte mal, que les voisins, il y ait de mauvaises relations, c'est comme ça, on le sait. En revanche, dans un contexte comme celui-là, je trouve ça, moi, terriblement dommage. Alors après, voilà, il faut quand même être honnête et dire que nous, on a vraiment de la chance parce qu'on s'entend hyper bien avec nos voisins dans tous nos restos. Et on a toujours eu d'excellentes relations. Après, on est restaurant, donc c'est plus facile aussi, il n'y a pas de nuisance sonore. On a une nourriture où on n'a pas de nuisance olfactive. Franchement, donc on a de la chance, on est très bien accueillis dans nos immeubles, dans nos quartiers. C'est vraiment juste ce monsieur qui a eu un coup de nerf, je pense. Mais je crois que le Covid, ça a un peu monté à la tête des gens. Mais c'est pas grave, on a sa photo, on a son nom. N'hésite pas si tu veux qu'on fasse tourner. C'est ça. Qu'on fasse tourner les éléments. On te voit. Ok, donc relou ça, terrasse Covid. Relou parce que ça enlève encore la petite perspective de chiffre d'affaires, de remplacement qu'on avait, quoi. Oui, parce que c'est non négligeable une terrasse, c'était surtout avec l'été qu'il y a eu. Ok, d'accord. Là, le staff, comment ça se passe? Le moral, vous sentez que tout le monde arrive à tenir un peu le cap? Un peu dur. Alors nous, on a une relation avec notre staff, je pense, qui est assez peut-être spécifique à nos établissements. On a la même équipe depuis quasiment 7 ans, donc c'est assez rare en restauration. Parce qu'on a une façon d'accueillir le staff un peu différente de qui est plus proche du monde de la start-up, je dirais, dans l'entreprise que de celui de la restauration. Donc on n'a pas beaucoup de turnover. Tout le monde a déjà évolué. Et on a un lien, on va dire, qui dépasse juste le lien professionnel classique. Le lien professionnel classique de la restauration. Ça ne veut pas dire que c'est un lien dans l'affect ou non, qui soit... c'est pas dans ce sens-là. C'est qu'on a une vraie politique salariale où chacun évolue. À chaque ouverture de resto, chaque personne monte en grade. Il y a un vrai accompagnement du salarié. Enfin, on met vraiment l'humain, en tout cas le bien-être des salariés et leur développement et leur accomplissement, leur montée en compétences, c'est vraiment au cœur de ce qu'on fait, quoi. Et justement, du coup, pendant le premier confinement, là où il y avait zéro contact avec le staff en physique, comment est-ce que vous avez géré ça? Alors déjà, nous, on les tenait au courant de tout. C'est-à-dire, on faisait des mails, on a des groupes WhatsApp aussi par restaurant. Et même quand on allait dans un restaurant, on leur disait, voilà, on est passé voir votre resto, tout va bien, voilà ce qu'on a fait, on a ouvert un petit peu les robinets. Donc on donnait des news. On donnait des news régulièrement. Eux en demandaient. Eux se partageaient entre eux des petites anecdotes qui n'avaient pas forcément de rapport avec le travail. Mais en tout cas, on gardait le lien. Ça, c'était vraiment pendant le premier confinement. Mais c'est vrai que quand on a réouvert, malgré tout ça, tout le monde était un petit peu démotivé parce qu'ils étaient là, ils se donnaient. Et puis, il y avait 10 clients. C'était un peu dur. Nous, de toute façon, donc, ce qu'on a fait, c'est qu'à l'été, on a fait une réunion. Comme on le fait souvent. Oui, on en a 2 par an. Et là, on en a fait une après le confinement pour dire voilà où on en est. Voilà un énorme séminaire, une grosse teuf sans masque. D'habitude, on a fait des trucs sympas. On a fait des cours de boxe, on a fait des escape games, on a fait plein de trucs sympas. Mais en général, il y a toujours une réunion quand même. Ouais. Et là, on chiffré. Oui, vous présentez le développement, là où vous en êtes et tout ça. Exactement. Puis ils sont hyper intéressés par ça, en fait. Et donc là, on a fait cette réunion pour dire voilà où on en est. On sait que c'est dur. Voilà ce qui s'est passé, voilà nous ce qu'on met en place. Maintenant, attention, là vous, je sais que c'est dur, mais si on veut survivre, ça va être ensemble. Donc là, c'est PDD, apprendre ou à laisser. Il y avait vraiment cette phrase écrite, mais je pense qu'il fallait le dire en fait. Et je dis voilà, donc moi, s'il y en a pour qui veulent changer, qui veulent se reconvertir, il n'y a pas de souci, je les accompagnerai. Mais là, en tout cas, nous, ça va être dur. Si on veut rester dans le game, il va falloir y aller, quoi. Et même si c'est pour 10 clients, je dis, ça va être pour 10 clients. Pendant longtemps, on va faire le même taf que d'hab, mais que pour 10 personnes. Mais c'est pas grave, il faut que ces 10 personnes, elles aient l'expérience à 200%. Et ça, déjà, tout le monde s'est dit, allez, on y va, on tape dedans. Donc vraiment, voilà, tout le monde a repris du poil de la bête. On s'est dit, on y va, même s'il n'y a pas beaucoup de gens. Et puis là... Tadam.
On parle d'abord peut-être du couvre-feu avant de parler du reconfinement. Voilà. Ouais, alors, la chance qu'on a eue, entre guillemets, c'est que nous, dès qu'ils ont commencé à parler de cette histoire de couvre-feu, qui était pour nous, en fait, comme une fermeture déjà, vu qu'on n'était ouvert que le soir. Ouais. Donc, on s'est dit avec Sophie, bon, on va aller jusqu'à la fin du mois, parce qu'on a quelques raisins, on va les honorer. On va les rapatrier, on va les honorer. Mais avant même qu'ils parlent de confinement, on avait dit, nous, novembre, ce sera fermé. C'est ça. On ne peut pas exercer dans ces conditions. On ne peut pas avoir 3 tables qui doivent partir à 20h30 avec leur masque. En fait, c'est pas possible. On ne pourra pas faire notre métier, donc on ferme. Donc là, l'avantage qu'on a eu peut-être sur d'autres restaurateurs, c'est qu'on n'a pas été pris de court cette fois-ci. Quand ils nous ont dit on ferme, on avait juste 2 jours... On a fermé 2 jours plus tôt prévu. Bon, j'avais mes petites décos d'Halloween, j'étais un peu déçue. Bon, des vendredis et des samedis, un peu les meilleurs soirs, hein, mais bon, après tout... Mais les frigos étaient vides. Entre le fait que tu n'aies pas toutes tes tables et le fait que tu dois fermer à 22h, finalement, vendredi ou lundi, on ne sait même plus si tu peux faire une différence entre... Peut-être le ticket moyen à la rigueur. À la limite. Mais donc, si tu veux, là, on n'a pas du tout été pris de court. On avait déjà tout préparé, comme nos mails pour expliquer la situation à nos partenaires, à nos bailleurs. On avait déjà contacté notre banque. Les salariés avaient déjà leur planning de novembre. Voilà, tout était prêt. Donc, et ce qu'on avait fait pour les salariés, justement, pour une fois de plus pas rompre ce lien, en fait, on avait réservé tout le mois de novembre des formations de fous. Mais chez Monsieur Ducasse, justement, pour ne pas citer, voilà. Ok. Qu'on a pu, en fait, comme on est devenu spécialiste de toute la législation française, on a pu faire financer des formations qui auraient été honnêtement pas à notre portée. Non, clairement. Surtout en ce moment. Et donc, tout le mois de novembre, on a eu des formations pour tout le staff. Mais des formations franchement top niveau. Donc là, d'ailleurs, qu'ils ont commencé. Donc ça permet de les voir. Eux, ils font quelque chose qui est intéressant et pour eux et pour le resto. Pour vous, exactement. Et donc voilà. Donc là, parce que ce qui est important, c'est que, comme disait Sephora tout à l'heure, il ne faut pas croire que les salariés ils sont hyper contents d'être chez eux à se tourner les pouces, quoi. C'est pas le cas, en fait. Je te rejoins complètement. Je crois que de tous les gens avec qui on a discuté, il n'y en a pas un qui nous a dit « Ah bah moi, les mecs, à la rigueur, si, la première semaine, ok, ils découvrent ce que c'est. » Mais alors, tant en salle qu'en cuisine, enfin, je veux dire, on connaît tous je dirais pas le type de personne, mais bon, quand on bosse dans la restauration, on est quelqu'un qui généralement est relativement actif, on a besoin de bouger, on a besoin de faire des trucs, que ce soit en cuisine ou en salle. Donc j'imagine bien que ça devait être difficile. Et puis même financièrement, pour peu que ton salarié ait une variable, pour peu que... Voilà, tout ça c'est des trucs qui sont difficiles. Et je me dis, pour quelqu'un qui est salarié, le mec, il se prend quand même là... quasiment 10 mois de je bosse pas, puis je bosse un peu, puis je bosse différemment. J'imagine à quel point c'est dur. Et puis je viens avec mon masque. C'est pas des conditions. Mais donc en tout cas, voilà. Donc là, on n'a pas été prise de court. On savait qu'on allait fermer en novembre. Tout était organisé. Là, ils ont commencé leur formation. Ça se passe super bien. On en a une qui s'est passée au bureau parce que l'intervenant est venu chez nous. Il y avait que notre équipe qui participait. On a des bureaux en fait au-dessus du restaurant du 12e. Ok, d'accord, très bien. Et donc voilà, donc là déjà, ça permet de garder le lien, ça permet de faire quelque chose, ça permet de... En fait, là, pour ce deuxième confinement, avec Sophie, on s'était dit, attention, peut-être qu'on a fait ce choix de ne pas faire évoluer notre offre en elle-même, de ne pas bifurquer, comme on disait. Par contre, c'est impératif qu'on tire profit de cette période. Cette période, elle ne peut pas être juste perdue, en fait. C'est ça. Et donc là, on s'est mis dans cette stratégie de dire, bon, donc on ne va pas se réinventer sur l'offre elle-même pour le client. On va se mettre en stratégie de sauvegarde financière pour être présent pour la reprise. Par contre, on va préparer la reprise. Et là, c'est des choses qu'on avait amorcées parce que pour notre développement, on savait qu'on ne voulait pas en rester à 3 restos. On voulait potentiellement lever des fonds pour en ouvrir en province. On voulait se développer. Mais c'est vrai que quand tu es dans l'opérationnel avec 3 restos qui marchent, 22 salariés... T'es un peu né dans le guidon, quoi. Voilà. Pas, compliqué de dégager du temps. Compliqué même d'avoir du recul. Donc là, on s'est dit, attention, c'est le moment. Donc là, on a repensé tout ce qu'on avait fait depuis le début. Donc encore une fois, ça se ressent pas, si tu veux, on change pas le concept, on change pas l'offre, mais par contre, on a revu toute notre structuration hiérarchique, on a revu tous nos process, on a revu même notre cuisine, parce que finalement, on a lancé les restos il y a 7 ans, le panorama de la restauration, il a vachement évolué en 7 ans, et là, on s'est dit, ça suffit. Les attentes des clients, ça n'a rien à voir en fait, et tu te rends pas forcément compte quand tu es au fil de l'eau, tu vois, tu le vois pas forcément passer. Et puis tu as les clients qui sont là, qui sont contents. Mais ça a été l'heure de faire un vrai bilan et vraiment de finaliser tout ce qui avait été amorcé, mais pas poursuivi, il faut 2 temps, quoi. En tout cas, c'est une belle manière, bonne, je n'en sais rien, mais en tout cas une belle manière de réagir dans le sens où
vous avez fait des choix, vous vous y tenez et vous vous mettez à profit cette période pour faire bouger certaines choses. Et en tout cas, j'espère que ça va vous servir et j'espère qu'on continuera à avoir Privé de dessert. Et a priori, ce serait génial de vous voir ailleurs qu'à Paris. Ça me permet de vous amener vers aujourd'hui. Là, on est au moment de cette interview, on est pendant le 2e confinement. Vous, en tant que chef d'entreprise, votre état d'esprit aujourd'hui, c'est quoi ? C'est ça, comme voilà. Au moins, c'est très clair. Non, en réalité, c'est ce qu'on se disait. Si tu veux, déjà, bon, l'ambiance, elle est sinistre à titre perso, à titre pro. C'est chiant, on va pas se mentir. C'est-à-dire, même si on n'était pas restauratrice, en fait. C'est dur pour tout le monde. Ouais, et puis, on a envie d'aller prendre des cafés, on a envie de voir des potes. Donc, c'est dur. Maintenant, professionnellement. Moi, je vois des potes, j'avoue. Non, professionnel. Super, ça c'est top. Privé de dessert ne cautionne pas du tout ce type de J'ai comportement. déjà eu le Covid, voilà. Okay. Non, après, donc oui, c'est la sinistrose, voilà. Après, professionnellement, nous, on a le fait d'avoir une ligne de conduite, de s'y tenir, d'être assez organisé, ça nous permet de garder la tête sur les épaules et d'avancer. On a notre stratégie de sauvegarde, on fait ce qu'il faut. Maintenant, au bout d'un moment, on ne peut pas faire grand-chose de plus. Donc, si tu veux, l'état d'esprit, honnêtement, c'est d'avoir l'impression de faire le dos rond, de prendre les coups. Et franchement, les coups, depuis 1 an, même en vérité, depuis un peu plus à Paris, en restauration. Depuis les Gilets jaunes, en réalité. Il y a un mot qu'on voit souvent, c'est la résilience. Mais vraiment, aujourd'hui, que tu croises quelqu'un qui bosse en restauration, tu peux dire, bon, lui, il a peut-être des défauts, mais en tout cas, il est résilient. Ouais. Ça, il est résistant. Donc là, c'est plutôt, qualité. On fait le dos rond. On encaisse. C'est vraiment la sauvegarde, la priorité. Ouais, et puis, même d'ailleurs, en vérité, ça nous glisse plus qu'au début. Hein. Tu vois, les premiers confinements, on était énervés contre tout le monde. Alors, les grèves, moi, j'étais en roue libre. Franchement, les grèves, j'étais insupportable, je pense, tellement j'étais énervée. En même temps, je comprends. Autant, enfin, tu vois, là, une pandémie, qu'est-ce que tu veux y faire ? Mais voilà. Les grèves, t'as encore le droit. Il y a encore des visages, tu vois. Il y a des drapeaux rouges qui sont un peu de temps en temps. Voilà. Et puis, donc, on n'est même pas à se dire. Et puis, le gouvernement. Et puis, ils ont fait ça. Là, on en est en. Écoute, on encaisse. Et puis, quand ça passera, ce qui compte, c'est qu'on soit là. Eh ben putain, je vous le souhaite en tout cas d'être encore là. On arrive gentiment mais sûrement vers la fin de cette émission. J'ai 2 questions à vous poser. La première, et c'est celle qu'on pose à tous nos auditeurs et tous nos spectateurs de Tomorrow Food. Si 2020 était un plat, ça serait quoi ? Moi, je dirais que c'est Klug. Un Klug ? Superbe. Et pour toi ? Alors moi, je dirais que c'est du gefilte fish. Je sais pas si tu vois ce que c'est. C'est un plat polonais dégueulasse de carpe avec de la gelée. Enfin, un truc moi que j'ai pas du tout envie de manger. C'est moche, ça se mange froid. C'est une sorte de terrine de poisson. Voilà, moi c'est ça. Ok. Ça ou du pain rassis avec du fromage moisi. Ah, pas mal. Bon, on retient en tout cas le gefilte fish. Gefilte fish. Et le Klug, du coup, 2 super plats qu'on adorera déguster en 2021. Ok, merci beaucoup. Dernière question, on a un petit... Alors, en plus, je suis très content, Sophie, parce que du coup, j'ai compris que tu avais un rapport avec cette personne. On a un objectif, c'est on veut faire venir Alain Ducasse dans cette émission. Chef, si vous nous entendez, on est toujours là. Je pense que le mec va halluciner, parce que toutes les émissions, on parle de lui. Si jamais on arrive à l'inviter, est-ce que vous seriez prête à passer, à lui faire goûter quelque chose, à lui offrir un truc tout ce qui est bon, on prend tout ce qui est bon à prendre. Nous, bien sûr, nous on veut aider les petits restaurateurs. C'est ça, dans le besoin. Chef, on sait que vous êtes dans la merde. Enfin, je suppose que ça ne doit pas être facile pour lui non plus. C'est facile pour personne. Ok, très bien. Écoutez, merci beaucoup, Sephora, Sophie. C'est vraiment trop cool d'être venue sur ce plateau. Je vous souhaite plein de bonnes choses pour la suite et, comme dirait Vincent, de la force, de la Sephora. Merci à toi de nous avoir reçus parce que vraiment, on se fait un peu yesh. Moi, je voudrais juste placer je pourrais le couper ça. Une dernière petite dédicace. Bien sûr. À notre couteau suisse, Zen Chef. Okay. Voilà, c'est le petit coup de promo parce que vraiment, c'est un outil à la base de gestion des raisins. Donc qui est un peu le nerf de la guerre dans la restauration. Et on les suit depuis le départ, on est cliente depuis le départ, et vraiment ils ont su se développer pour vraiment correspondre à tous les besoins du restaurateur. Et là, on l'a vu en période de crise, ils ont pondu au débeauté un QR code pour les menus, un cahier de rappel, un module de click and collect, tout ça 100% gratuit. Donc, ils ont une efficacité, un talent d'écoute, une réactivité. Enfin, voilà. J'ai pas les mots, mais je voulais vraiment placer un gros big up pour eux parce que... Et si je peux compléter, c'est les seuls qui ont été dans cette vraie démarche d'aide gratuite. Et de se dire comment on peut aider nos clients. Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens là, d'aide un peu poudre aux yeux qui se sont développées payantes. Et c'était pas approprié.
Eh ben, Xavier, Thomas, Julien, si vous entendez, j'espère que... Et toute l'équipe. Et toute l'équipe, bien sûr, que vous êtes fiers de vous, parce que ça fait plaisir d'entendre des trucs comme ça. Merci à vous. Merci. À très bientôt et bon courage. Merci. Merci. Ciao.